Cet épisode s'inscrit dans le cadre du Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Pour en savoir plus, on vous donne rendez-vous sur podcaston.org. Ok, je lance Azerty. Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet, c'est le nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. À ses débuts, nombreux sont ceux qui voyaient en Internet une utopie fondée sur la liberté, la connaissance et le lien entre les personnes. Cet espace virtuel, à la possibilité presque infinie, pourrait peut-être participer à la diminution, voire à l'effacement des inégalités, à l'égal accès à la connaissance. À cette époque, certains envisageaient même qu'Internet puisse devenir un nouvel espace d'expression pour nos démocraties. 30 ans après la création du web, force est de constater que tous ces idéaux ont été confrontés à une réalité bien différente. Le web s'est centralisé, marchandisé et a été colonisé par les fameux géants du net. Au quotidien, nos données sont devenues des ressources marchandes et nos faits et gestes sont épiés dans l'espace numérique. Bon, il est vrai que je vous dresse là un tableau assez noir, mais rassurez-vous, déjà, on l'a vu plusieurs fois dans Azerty, il existe des contre-exemples, des espaces dans lesquels des imaginaires alternatifs persistent. Même si ce n'est pas notre sujet du jour, c'est toujours bon de le rappeler. Aujourd'hui, avec Guglielmo, on voulait rencontrer ceux qui luttent contre les dérives citées précédemment. Alors, on a invité l'une des associations les plus connues lorsqu'on parle de liberté et de droit sur Internet, j'ai nommé la Quadrature du Net. Dans cette émission, avec Myriam Michel, coordinatrice de l'association, on discute des notions de liberté numérique, de droit numérique, mais également de la surveillance permise par les outils technologiques. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter la Quadrature du Net. Fondée en 2008 et célèbre pour ses luttes contre la loi Hadopi, qui vise principalement à mettre fin au téléchargement illégal, la Quadrature n'a cessé d'élargir la diversité de ses combats. Bataille pour la neutralité du net, contre la collecte de données personnelles par les géants du net, ou encore contre la surveillance généralisée dans l'espace public. Ces combats s'articulent autour d'une notion clé, la défense des libertés fondamentales dans le numérique. Mais qu'est-ce qu'on entend par là alors ? Nous, on va plus voir les choses sous l'angle de liberté fondamentale adaptées au monde numérique, mais qui sont en fait des libertés et des droits qui existaient au préalable et que le numérique vient heurter ou vient modifier. Enfin, toute la question de la protection des données personnelles, toute la question du partage de la culture, etc. C'est des notions qui existaient avant le numérique, mais que le numérique est effectivement venu bouleverser. Alors, au départ, l'idée, c'était d'un Internet qui allait permettre justement de favoriser ces droits, de partager plus, etc. Enfin, il y avait une espèce d'utopie sur cet Internet libre, etc. Force est de constater qu'au bout de 15 ans, on en est un peu revenu. Et effectivement, on est quand même beaucoup maintenant sur comment faire pour que le numérique ne vienne pas dégrader nos droits. Alors, on essaye quand même toujours de réfléchir à comment on pourrait aussi promouvoir de nouvelles choses. Mais ça reste toujours quand même beaucoup sous l'angle de ne pas laisser le numérique casser des droits fondamentaux, quoi. Quand je suis dans le métro le matin et que, comme tant d'autres autour de moi, je prends mon téléphone pour faire défiler Instagram ou TikTok, le fait que j'ai des droits sur Internet et que ces droits sont les mêmes que j'ai dans l'espace physique n'est pas vraiment au centre de mes pensées. Bien sûr, nous ne pensons pas à nos libertés et à nos droits à chaque instant de la journée, mais ils imprègnent la manière dont nous agissons dans l'espace public, et privé aussi. En revanche, en ce qui concerne le monde virtuel, j'ai l'impression qu'on est moins conscient que ces droits existent. Mais c'est vrai aussi que peut-être j'ai un biais. En effet, on en parle aussi de plus en plus, et dans les médias mainstream, et non. Et je ne sais pas vraiment si, au cours de la dernière décennie par exemple, il y a eu une prise de conscience par la plupart des utilisateurs d'Internet.
Je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience, alors qui n'est pas généralisée, mais qui concerne quand même de plus en plus de gens. Sur la question, par exemple, des données personnelles, de la protection des données personnelles, je pense que maintenant, tout le monde réalise que quand on utilise certains services sur Internet, certains réseaux sociaux, les données personnelles vont être captées et vont être traitées, utilisées, revendues. Le constat, il est là, les gens le savent, mais en général, c'est pas forcément suivi d'effet dans la manière dont les gens vont consommer Internet, parce qu'ils ne voient pas toujours comment faire autrement, en fait. Donc je pense que maintenant, s'il y a un travail à faire de sensibilisation, c'est peut-être moins sur l'aspect des dangers que sur l'aspect des alternatives qui peuvent éviter ces dangers-là. Mais ça m'amène à une autre réflexion que j'ai souvent dans le numérique. Il y a une différence entre droit réel et droit théorique. Une chose, c'est d'avoir le droit de vote. Une chose, d'avoir un accès au bureau de vote. Les États-Unis sont un bon exemple de ça. Ou une chose est d'inscrire une liberté dans la Constitution, tout une autre de mettre en place les moyens pour que cette liberté puisse être respectée et exercée. Et là, on peut bien penser à la France. J'ai l'impression que dans le numérique, on retrouve la même dynamique. Est-ce que, chez la Quadrature du Net, on retrouve cette différence entre droit théorique et réel ? Si je reprends l'exemple des données personnelles, le droit théorique prévoit par exemple le RGPD, la réglementation sur la protection des données personnelles au niveau européen. Elle existe, elle peut servir de base à énormément de choses, mais les moyens qui sont donnés en France à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, les moyens qui lui sont donnés de contrôler les entreprises ou les administrations pour vérifier que le RGPD est bien respecté, sont tellement faibles qu'en fait, c'est un droit qu'on a du mal à faire appliquer. En 2018, on a déposé plusieurs plaintes devant la CNIL contre les GAFAM sur des questions de non-respect du RGPD. Et pour le moment, certaines de ces plaintes n'ont encore rien donné. Donc oui, il y a vraiment cette différence existe dans le domaine numérique tout autant qu'ailleurs. On a vraiment cette différence entre ce qui existe dans le droit et puis ce que dans les faits, on arrive à faire. Myriam mentionne la CNIL, aussi surnommé le gendarme de l'Internet français, pour nous parler des limites du pouvoir des régulateurs. Mais qu'est-ce qui explique ces limites ? Je pense que c'est vraiment un manque de volonté politique, en fait. Parce que oui, si on ne veut pas donner les moyens à la CNIL de faire son travail, c'est bien parce qu'il n'y a pas forcément la volonté politique que ce travail-là soit fait. C'est vrai que nous, en plus, on est assez critique vis-à-vis de la CNIL et de son travail, notamment ces dernières années, vis-à-vis des entreprises qui mettent en œuvre toutes les nouvelles technologies de surveillance. On a un petit peu l'impression que la CNIL est devenue une agence de conseil pour ces entreprises sur comment pouvoir surveiller en restant à peu près dans les clous, plutôt que vraiment un organisme de contrôle qui va aller franchement leur taper sur les doigts quand ces entreprises font des choses illégales, parce qu'on sait que les entreprises de surveillance, enfin de toutes ces technologies, font actuellement énormément de choses qui ne sont pas encadrées légalement. Et donc c'est vraiment, je pense, une question de volonté politique. Bon, là pour moi, il y a un bug dans le système. Il y a des boîtes qui, en accord avec les mairies, déploient par exemple des systèmes de surveillance qui sont illégaux. Et attention, il ne s'agit pas des cas isolés où une municipalité fait des affaires sales, entre guillemets. Il s'agit d'une pratique de plus en plus répandue. Si c'est si évident, comment se fait-il qu'il n'y a pas de réaction majeure de la part des citoyens et des citoyennes ? Sans compter que dans un état de droit, il devrait y avoir une réaction de l'État lui-même, non ? Bon, si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez qu'il est un peu naïf de dire cela pour moi. On est devant un système composé de pouvoirs politiques, judiciaires et de complexes techno-industriels qui bougent ensemble dans la même direction. Certes, le militantisme lié au numérique a une longue histoire. La Quadrature du Net en fait partie. Mais on pourrait s'attendre à un espace majeur donné à ces scandales, non ? Or, lors d'autres épisodes d'Azerty, on a déjà vu des choses similaires, mais sur des formes différentes. Par exemple, sur la panique morale liée aux écrans et aux jeux vidéo. Je me demande donc s'il n'y a pas un phénomène de dépolitisation des débats autour du numérique, qu'il s'agisse de surveillance ou de jeux vidéo. Je dirais pas que c'est vraiment une dépolitisation. Par contre, moi, l'impression que j'ai, c'est il y a aussi beaucoup de fantasmes qui sont entretenus beaucoup par les politiques et les entreprises du numérique sur les côtés positifs du numérique, sur ce que nous, on appelle le solutionnisme technologique. De toutes ces entreprises qui viennent, en gros, il y a un problème de société, hop, on va sortir une nouvelle solution technologique. Alors, effectivement, il y a du harcèlement en ligne, hop, on va sortir un nouvel outil de censure, etc., etc. Et nous, vraiment, c'est quelque chose qui nous pose problème parce que on n'est pas technophobe.
On n'est pas technophile non plus, on est assez technocritique quand même actuellement à la Quadrature, ce qui n'était moins le cas au début. Mais ce solutionnisme technologique, nous, ça nous rend dingue, en fait, complètement, parce que c'est aussi une manière de la part des politiques de masquer les vrais problèmes, tous les problèmes. Alors, on l'a vu typiquement au mois de juin ou juillet, ça y est, j'ai plus les émeutes suite à la mort de Naël. Les réseaux sociaux ont tout de suite été accusés, et tout de suite, il faut plus de censure, il faut plus de régulation, etc. Mais sauf qu'en fait, ce qu'on oublie, ou ce qu'on cherche à masquer volontairement d'ailleurs, probablement, c'est que tous ces problèmes-là, ils viennent pas d'Internet. Ils viennent de la situation actuelle de ces jeunes qui vivent en banlieue et à qui on a un peu coupé tout espoir. Ce qui se passe sur Internet n'est que le reflet. Et donc, pour nous, les solutions, elles sont avant tout humaines, en termes de moyens, etc. Et brandir des solutions miracles technologiques pour essayer de régler ça, pour nous semble complètement aberrant, quoi. Et politiquement dangereux. En tant qu'association de défense des libertés numériques, on l'a dit, vous avez mené de nombreux combats. On se posait la question, quels sont vos moyens d'action et de lutte contre des adversaires politiques et industriels qui ont souvent un écho quand même relativement important? Alors, on a effectivement un gros travail de plaidoyer auprès des élus. En 2016, la Quadrature avait clairement écrit qu'elle n'essaierait plus de lutter sur le terrain législatif parce que elle faisait face à un mur. Finalement, on a continué quand même parce que c'est difficile de lâcher, parce que on a quand même envie de faire bouger les choses. Mais on s'aperçoit que nos discours et nos points de vue sont assez peu entendus d'une classe politique qui est de plus en plus fermée, de plus en plus à brandir ces discours sécuritaires pour faire accepter des solutions qui nous semblent dangereuses politiquement. Ce qui fait qu'on continue, parce que ça nous semble important de ne pas lâcher, mais qu'on a couplé ça beaucoup plus depuis 2017 avec beaucoup de campagnes. On a renoué un petit peu avec l'esprit campagne et sensibilisation qui était celle de la Quadrature en 2008, face à Acta ou face à Adopi. Donc on a vraiment ces gros volets de campagne qui permettent de sensibiliser un public le plus large possible aux questions numériques et à tous les dangers qu'on voit nous actuellement sur les questions de surveillance ou de censure. Et ce travail de campagne nous permet d'avoir une couverture médiatique aussi qui est de plus en plus importante, puisqu'on est vraiment de plus en plus identifié ces dernières années comme interlocuteur important sur les sujets de surveillance notamment, et ce qui aide en fait un peu sur le plaidoyer. On l'a vu là cette année sur la loi JO, donc le volet sécurité et technologie de surveillance de la loi JO. On l'a vu aussi sur la loi espace numérique. Et à chaque fois, c'est des projets de loi pour lesquels on a été contacté par les rapporteurs en commission pour des auditions. On a été contacté aussi par des élus de l'opposition. Et donc, on arrive quand même à faire passer un discours. Et on a vu sur ces 2 projets de loi que certains de nos amendements, ou en tout cas certains de nos arguments, ont été repris dans le débat politique. Après, comme la majorité parlementaire est ce qu'elle est, ça n'a pas abouti dans les faits. Mais en tout cas, on sent quand même qu'il y a un certain nombre d'élus qui commencent à reprendre nos arguments. Et donc, on se dit qu'effectivement, on a bien fait de ne pas lâcher complètement ce travail de plaidoyer, quoi. C'est vraiment une question d'équilibre. Et on peut rajouter, dans l'équilibre justement de tous nos modes d'action, le contentieux, tout le travail juridique, qui est aussi une manière d'essayer de faire bouger le droit. Ça marche parfois. Parfois, les contentieux ne vont rien donner ou vont être des échecs, mais nous auront permis de faire parler d'un sujet. Donc en fait, tous ces moyens-là sont très très liés. Et puis, on essaye aussi de plus en plus des actions vraiment de terrain. On organise ou on co-organise des festivals. Par exemple, un festival de films sur la surveillance à Marseille. Parfois plus festive aussi, parce que au bout d'un moment, quand on passe son temps à essayer de lutter contre des politiques autoritaires, il faut aussi pouvoir mettre un peu de fun dans tout ça pour que les militants tiennent le coup. Donc on a des modes d'action assez variés, oui, qui se complètent les uns les autres. On essaye vraiment de garder un équilibre qui n'est pas toujours simple au jour le jour, mais assez passionnant. Il y a aussi un autre outil important, à la disposition de tous les citoyens et les citoyennes, quand on voit des dispositifs de surveillance comme des caméras et qu'on veut avoir des informations. Tout le monde peut faire une demande CADA, c'est-à-dire d'accès à des documents administratifs, pour s'assurer que le dispositif est en ordre. Et c'est une autre façon, pour les associations et pour nous, d'agir dans la réalité, puisque, comme nous l'avons dit, il s'agit souvent de dispositifs illégaux.
Bon, jusqu'à ici, nous avons donné les cadres. Nous avons vu qu'est-ce que c'est la Quadrature du Net, leur méthode d'action et disons la philosophie générale. Cependant, à mon goût, nous avons parlé du numérique et de surveillance de manière trop abstraite. Aussi intéressant que soient les débats sous-jacents sur les droits, ce sont les conséquences matérielles de la surveillance numérique qui importent. Quel type de surveillance, sous quelles données, pourquoi ces données, mais aussi qui développe ces méthodes et qui les met en œuvre. Examinons des exemples concrets de surveillance. Les opérateurs de télécommunications actuellement conservent, ça c'est dans le droit français, conservent pendant 1 an toutes les données de connexion des internautes français. Donc ça veut dire que nos opérateurs savent les sites internet qu'on va consulter, etc., etc. Ce qui révèle quand même, au vu de la place d'internet dans nos vies actuellement, révèle énormément de détails sur nos vies, nos modes de vie, nos rythmes de vie. Et ça, ces informations peuvent ensuite être transmises à la police s'il y a des enquêtes, etc. Sachant que sur ce point, ce qui est intéressant à noter, c'est que le droit européen, lui, interdit cette conservation au-delà de, je crois que c'est 14 jours. Après, bon, il y a tout ce qui est les réseaux sociaux, puisque toutes les informations qu'on met sur les réseaux sociaux sont aussi conservées, traitées, la plupart du temps à des fins publicitaires, donc pas de surveillance. Mais le problème avec ce genre de choses, c'est que même si au départ l'objectif est publicitaire, il peut toujours être utilisé pour de la surveillance si un jour un État le décide, puisqu'on sait très bien que en général les grandes entreprises du numérique répondent rarement non quand un État vient leur demander les données de quelqu'un. Et depuis 2017-2018, on travaille aussi sur tout ce qui se passe dans l'espace public. Et donc il y a aussi cette surveillance, effectivement, tout ce qui est de la vidéosurveillance. Cette vidéosurveillance, elle est extrêmement répandue. Enfin, il y a eu une multiplication des caméras de vidéosurveillance en France ces dernières années. Et là, on arrive en fait à... Le problème de cette surveillance, c'est qu'elle entraîne une espèce d'autocensure, en fait. C'est que quand on sait qu'on est surveillé, ou potentiellement surveillé, on va pas réagir pareil que si on se dit qu'il y a personne qui nous regarde, en fait. Peut-être qu'il y a un autre encore, une surveillance que moi j'appelle numérique bureaucratique. Je m'explique un peu mieux. Lisant vos dossiers, j'ai découvert que la France a créé un fichier pour suivre, quelque part, les personnes transgenres. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est au mois de décembre, je crois, le décret d'application ou l'arrêté, enfin bref, le terme technique n'est pas très important, mais en tout cas la décision qui permet la mise en œuvre de ce nouveau fichier, qui est en fait un fichier très bureaucratique pour le coup, de recensement des changements de nom et prénom, donc c'est-à-dire un fichier qui va recenser toutes les personnes qui changent de nom ou de prénom en France. L'argument avancé par l'administration, c'est une facilitation des démarches, puisque ce fichier centralisé sera récupéré par toutes les administrations qui en ont besoin, et l'individu qui change de nom ou de prénom n'aura pas 50 démarches à faire pour signaler à toutes les administrations qu'il ou elle a changé d'identité. Voilà, ça c'est l'argument qui est très souvent apporté sur les fichiers, les interconnexions de fichiers, c'est on va simplifier les choses. Sauf que derrière, ça veut dire que l'État va garder une trace pendant, j'ai un doute, mais je crois que c'est 6 ans, j'aurais dû vérifier avant de venir, de toute personne qui a changé de nom ou de prénom. Or, ça concerne essentiellement 2 catégories de personnes. Les personnes transgenres, qui vont effectivement en général changer de prénom, et les personnes d'origine étrangère qui obtiennent des papiers en France et qui veulent franciser leur nom. Ce qui veut dire qu'il y aura un fichier de 2 catégories de personnes qui sont déjà des catégories extrêmement discriminées en France. L'autre aspect problématique de ce fichier, c'est que je crois que c'est la première fois que la police aura accès, enfin le ministère de l'Intérieur aura accès à un fichier concernant en tout cas le numéro de sécurité sociale et l'identité, etc. Et ce qui veut dire que la police pourra consulter ce fichier et pourra savoir si la personne qu'elle a en face d'elle a changé de prénom, éventuellement. Et donc, si c'est le cas, de se dire, tiens, un Félix qui est passé Julia, c'est une personne transgenre. Or, on sait, et ça a été prouvé par beaucoup d'associations, qu'il y a énormément de transphobie dans la police. Donc, une manière de plus de surveiller des catégories déjà extrêmement discriminées. C'est ce qui nous fait très peur dans ce fichier, et pas qu'à nous, puisqu'on en a déjà pas mal discuté avec pas mal d'associations de personnes trans. Je ne sais pas encore quelle stratégie va être adoptée par ces différents collectifs, mais on espère bien pouvoir faire quelque chose, oui.
En écoutant Myriam, on comprend très vite à quel point il est difficile aujourd'hui de ne pas être surveillé. Le grand combat du moment pour la Quadrature du Net, c'est contre les dispositifs de caméras de surveillance automatisées. Déjà mis en place illégalement dans certaines villes de France, ces technologies devraient être expérimentées l'été prochain, pendant les JO de Paris. Le côté automatisé de ces caméras est qu'elles sont capables de signaler tout comportement suspect. Et vous le voyez venir, la définition d'un comportement suspect ne nous est pas accordée. En sachant ça, on imagine déjà les dérives potentielles d'une telle technologie. Alors on a demandé à notre invité quel discours accompagne la mise en place de ces infrastructures. Surtout lorsqu'on sait qu'elles sont déployées de manière disproportionnée. J'ai l'impression que le discours qui passe beaucoup, c'est que ça rassure les gens. C'est souvent des arguments électoralistes qui s'appuient sur des questions de sécurité en disant on va rendre votre ville plus sûre en mettant des caméras, et puis comme ça, dès qu'il y a un problème, une alerte, on envoie quelqu'un. Bon, après, je pense qu'il y a aussi un discours économique très important sur justement tous ces fleurons technologiques de l'économie française à qui il faut ouvrir de nouveaux marchés. Il y a vraiment tous ces aspects économiques qui pèsent beaucoup parce que le marché de la surveillance et des technologies de surveillance est en plein boom. Et on le voit beaucoup, notamment dans les entreprises de vidéosurveillance, beaucoup. Il y a beaucoup de politiques qui ont des accointances avec ces entreprises. Et puis, effectivement, on va quand même pas freiner l'économie française, quoi. Souvent, les détracteurs aiment dire oui, mais ça va, on n'est pas en Chine ici. La réponse qu'on peut donner, c'est qu'effectivement, on n'est pas en Chine. Je connais assez mal ce qui se passe en Chine, mais de ce que j'ai compris, le principe du crédit social chinois, c'est qu'effectivement, chaque Chinois a une note qui ensuite impacte ses capacités de crédit, etc., etc. Alors en France, on n'a pas ça. Mais en France, en fait, on a une pluralité de notes. C'est-à-dire que chacun de nous, ou presque, est noté déjà par les administrations. Par exemple, l'administration sur laquelle on a travaillé le plus, c'est la CAF. C'est-à-dire que toute personne qui a un dossier à la CAF est notée par la CAF en fonction du degré de confiance que lui accorde la CAF, de savoir s'il est potentiellement fraudeur ou pas fraudeur. Et on n'a pas encore creusé, mais on sait que d'autres administrations le font. La caisse d'assurance maladie, la caisse d'assurance vieillesse, Pôle emploi, les impôts. Enfin, il y a ce genre d'algorithme de notation dans a priori à peu près toutes les grosses administrations françaises, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une note unique comme en Chine, en fait, on est noté de partout, mais c'est juste assez éparpillé pour que ça se voit pas trop. Mais au final, on n'est pas très très loin de ce qui se passe en Chine. Les questions de surveillance, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'appropriation politique. Donc tu disais que la Quadrature avait eu quelques discussions avec des élus de gauche. Pour autant, j'ai l'impression que ça reste assez difficile pour un politique de critiquer les dispositifs de surveillance. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Je pense que oui, c'est assez difficile. Alors certains arrivent à le faire, heureusement, mais ça reste assez minoritaire dans le sens où j'ai l'impression que la classe politique en France, y compris à gauche, est persuadée que les gens sont très attachés aux notions de sécurité et que le seul moyen de rétablir la sécurité passerait par des technologies de surveillance. Et donc, je pense qu'on manque nos politiques manquent d'un imaginaire qui serait autre chose que ce solutionnisme technologique sur des questions de sécurité. Parce que bien sûr, je veux dire, on a tous envie de pouvoir vivre dans des villes à peu près calmes, et encore, ça dépend ce qu'on met derrière calme, hein, parce que bon, si c'est pour interdire les gens, enfin, je veux dire, les jeunes ont bien le droit de faire un peu de bêtises de temps en temps. Je veux dire, il faut aussi garder des proportions. C'est comme mettre des caméras pour surveiller des dépôts d'ordures sauvages. En termes de proportions, là aussi, on est dans des choses aberrantes. Mais on manque de cet imaginaire de solutions autres que de la surveillance technologique qui passerait par plus d'humains. Or, plus d'humains, ça veut dire aussi plus de budget. Et là, on retombe sur des aspects économiques, d'efficacité, etc. Et je pense que les politiques de gauche sont malheureusement un peu pris dans cette difficulté à se dire que les citoyens français peuvent entendre autre chose que... Des fois, j'ai l'impression qu'on accepte, qu'ils essayent de nous faire accepter, que quelque part, on est un peu, à leurs yeux, tous et toutes suspects au final. Dans le fond, c'est ça, et pas que la police. Pour moi, c'est vraiment plus largement l'administration. Ce que je disais tout à l'heure sur les algorithmes de notation à la CAF, par exemple, ça donne aussi un peu l'idée que pour la CAF, on est tous potentiellement suspects de fraude, et donc qu'il faut pouvoir contrôler de manière plus efficace, parce que toutes ces technologies
que ce soit des algorithmes ou les technologies de surveillance, elles sont toujours aussi mises en avant pour des arguments d'efficacité administrative, d'efficacité policière, etc. Mais au final, d'efficacité à quoi ? D'efficacité à toujours mieux nous surveiller et nous cibler. Moi, dans ces cas-là, j'ai pas forcément envie que la police ou la CAF soit beaucoup plus efficace. D'autant plus que, je le disais tout à l'heure sur le fichier des changements de nom et prénom, mais on a le même phénomène sur les algorithmes des administrations ou sur tout ce qui est les outils de police prédictive, c'est qu'on s'aperçoit quand on creuse que systématiquement, ces technologies-là ne font que amplifier et systématiser des discriminations déjà existantes, en fait. Et c'est ça, probablement, le plus inquiétant, d'autant que sur les questions de surveillance, on le voit très bien. C'est un sujet que la Quadrature n'a pas encore trop investi, mais en général, les outils de surveillance sont beaucoup testés aux frontières sur les personnes migrantes. Donc, on en revient encore. Et en fait, voilà, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui se prennent en premier et de manière la plus violente cette surveillance dans la figure. Et c'est ça, nous, qui nous inquiète le plus d'un point de vue social, en fait. C'est qu'on dessine une société, effectivement, où tout le monde va se méfier de tout le monde et où il faut vraiment surveiller tout le monde et puis où il faut rentrer dans les normes, sinon on va activer un signal dans le centre de supervision urbaine un peu plus loin. Et ben voilà, quoi, c'est vraiment, on crée des cases, il faut que les gens rentrent dans ces cases-là, sinon c'est suspect. Arrivé à ce stade de notre échange, je crois qu'on commence à saisir à quel point la surveillance a envahi notre quotidien. En potentiel suspect que nous sommes, que nous reste-t-il alors pour nous prémunir de cette surveillance ? Surtout lorsque cette dernière a infiltré l'espace public. Eh bien, l'une des réponses de la Quadrature du Net a été la création d'un site web et d'un forum baptisé Technopolis. Ce projet collaboratif permet à quiconque de discuter et de signaler les dispositifs de surveillance près de chez soi. Une sorte de cartographie citoyenne de la surveillance finalement. Intéressé par cette initiative, on demande à Myriam comment est né ce projet. C'est arrivé à peu près au moment où j'arrivais moi aussi à la Quadrature. En fait, c'est un de nos membres fondateurs, Félix Tréguer, qui habite à Marseille et qui a eu vent, en tant que citoyen de Marseille, d'un projet qui était lancé par la mairie de Marseille de Observatoire Big Data de la tranquillité publique, je crois, qui était l'idée d'interconnecter les caméras de vidéosurveillance, les services de police, les services de pompiers, les hôpitaux, etc. Enfin, vraiment, et voire même d'aller chercher les infos sur les réseaux sociaux. Enfin, il y avait un fantasme un peu d'un truc très interconnecté, justement pour sécuriser la ville de Marseille. Et comme ça l'a un peu inquiété, il est parti creuser par des demandes CADA, qu'au départ il a fait un peu à titre individuel. Et puis très vite, il s'est dit, mais en fait, faut que la Quadrature bosse là-dessus. La Quadrature ne travaillait pas à ce moment-là sur la question de surveillance de l'espace public. Et donc, à partir de fin 2017, on a commencé à mettre notre nez là-dedans et est venue assez vite l'idée de lancer une campagne qui permettrait de faire émerger des luttes et des résistances locales. Puisque, effectivement, le meilleur moyen de lutter contre la surveillance dans une ville, c'est quand même d'impliquer les citoyens de la ville en question. Et donc, on a lancé la campagne Technopolis avec, au départ, un manifeste, un site internet, un forum sur lequel les gens peuvent s'inscrire et échanger sur les informations qu'ils ont concernant leur ville ou d'autres villes, d'ailleurs. On a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est de faire des cartographies de caméras, puisque on sait très bien que la plupart du temps, les caméras de vidéosurveillance, on n'y fait pas très attention, en fait. Quelque part, je pense qu'on est tellement habitué à ce qu'elles soient là, maintenant, qu'on les voit plus. Et venir les cartographier et puis mettre ça sur des... Alors, c'est pas Google Maps, mais des trucs libres, c'est mieux, comme OpenStreetMap ou des choses comme ça. Et ça permet de la visibiliser. Notamment, ça a été fait sur un quartier de Marseille qui a été réaménagé et un petit peu gentrifié d'ailleurs en cours de route, et où on a pu faire une carte comme ça de tous les espaces de cette place et de ce quartier qui étaient visibles par une caméra, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait très peu d'espace qui ne l'étaient plus. Donc voilà, cette initiative Technopolis, elle vise à mettre en lumière tous ces dispositifs de surveillance qui sont très opaques. Et ensuite, avec cette documentation-là, de sensibiliser les gens, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui, à partir du moment où on les informe qu'ils sont surveillés à ce point-là, vont se mobiliser, et d'aider à justement créer des groupes locaux ça a très bien fonctionné à Marseille. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer d'essaimer un peu comme ça. C'est pas la Quadrature toute seule qui fait son petit truc partant de Paris, mais
mais justement des choses qui viennent un peu du local, quoi. Les combats de la Quadrature s'inscrivent dans un tout, dans une bataille idéologique contre ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est-à-dire la recherche de la solution par la technologie. Le meilleur exemple que j'ai en tête, là, c'est Stop Covid, cette application qui était censée nous aider à diminuer la propagation du virus, mais qui, au final, s'est révélée être assez inefficace. Cette manière de voir la technologie comme solution à tout problème d'une société m'interroge. Je demande alors à Myriam comment les discours technosolutionnistes ont imprégné les discours politiques. Je pense que ça, c'est probablement lié à cette espèce d'utopie qu'était le numérique quand il est arrivé, cette idée que quand Internet notamment a commencé à arriver chez nous, cette idée que... Enfin, il y avait tellement de possibilités qui s'ouvraient que je pense qu'on s'est tous plus ou moins inconsciemment dit que, je caricature, mais que ça allait sauver le monde, en fait. Et il y avait cet espoir chez notamment les militants, que Internet allait permettre de beaucoup plus partager les combats, partager la culture, etc. Il y avait probablement aussi chez les politiques, il y a eu toute une utopie aussi de permettre peut-être plus d'investissement par le numérique. Il y a eu toutes ces campagnes, je ne sais plus pour quelle présidentielle, d'adhérer à Europe Écologie Les Verts en payant, ou c'était peut-être le PS, en payant 2 € par Internet. Enfin, il y avait vraiment cette idée que le numérique allait chambouler complètement la manière de militer, la manière de faire de la politique, ce qui est en partie vrai, mais pas dans le sens qui avait été fantasmé au départ, je pense. Mais je pense que justement, le discours critique qui commence à arriver beaucoup chez certains militants n'est pas encore arrivé vraiment dans les sphères politiques. Mais ça viendra, je pense, en tout cas sur certains bords, peut-être pas partout, mais je pense que collectivement, il y avait vraiment une espèce de fantasme de tout ce qu'Internet et tout ce que le numérique allait pouvoir nous offrir, quoi. Mais par contre, moi, j'ai l'impression des fois que cette logique technosolutionniste, est-ce qu'elle est vraiment si récente et si liée au numérique ? Ou est-ce que ça vient aussi d'autres choses ? On la retrouve aussi dans d'autres combats qui n'est pas que Internet. Effectivement, je pense que le phénomène s'est peut-être amplifié avec le numérique, mais ce sont des notions qui existent, je pense, au moins depuis la révolution industrielle, en fait. C'est plus ancré. Enfin, en gros, la technique, c'est le progrès, de toute façon, et ça, bien avant Internet. Et donc, forcément, comme on n'arrive pas à critiquer le progrès, de voir la technique systématiquement comme un progrès, c'est vraiment beaucoup plus ancien. Et c'est vrai que, quoique maintenant, dans les milieux militants et notamment certains milieux écologistes, on commence aussi à repointer le fait, par exemple, qu'une technique comme le chemin de fer a effectivement amené beaucoup de choses positives, mais on commence aussi à vraiment mettre en avant tous les aspects négatifs qu'il y avait derrière. Et c'est les mêmes phénomènes, je pense, que pour le numérique, oui. Les progrès est un sujet difficile, parce que nous le définissons comme l'approche d'un idéal. Mais nous n'avons pas tous et toutes les mêmes idéaux. Et pas tous les progrès sont liés à la technologie. Par contre, les sociétés évoluent aussi grâce au progrès technologique. Et la technologie fixe les limites de ce qui est possible au sein des organisations de travail et des institutions sociales. Dans un système capitaliste qui place l'accumulation et la circulation de capital à son centre, les rapports à la technologie sont nécessairement liés à des dynamiques soit d'exploitation, comme l'analyse de nos données, ou de surveillance, comme les drones et les caméras. Selon une certaine critique du capitalisme, le renouvellement technologique est à la base de la survie du système. Sans innovation, les marchés stagneraient, et les capitales aussi. On comprend du coup pourquoi il y a autant de mal à s'enlever de la tête l'idée du technosolutionnisme. Mais il est également vrai que c'est aussi grâce à la technologie que nous avons amélioré notre qualité de vie au cours des derniers siècles. Le problème n'est pas l'innovation technologique en soi, mais l'idéal qui sous-entend la technologie. Si nous vivons à l'ère de la révolution industrielle numérique, la redéfinition du progrès dans une clé post-capitaliste est cruciale. Le problème est aussi que se plonger dans ces réflexions prend du temps. Et ce n'est pas facile quand nos libertés sont menacées en continu, parce qu'on se retrouve tout le temps à mener des combats d'arrière-garde. Une des faiblesses du discours de la Quadrature du Net, c'est la logique des patchs. Il y a un problème, par exemple empêcher l'utilisation des drones par les forces de l'ordre, c'est urgent, on se concentre là-dessus. Sauf que ça me laisse un goût amer dans la bouche. Pris dans des combats de défense ponctuels, nous risquons de ne pas consacrer du temps et de l'énergie à la vision d'ensemble. Quel est le numérique que nous voulons ? Quel est l'horizon de la Quadrature du Net ? On voit ça avec Myriam.
Alors, on les a, ces réflexions, beaucoup, et heureusement, parce que c'est aussi ce qui permet de faire un peu des parenthèses dans des combats qui sont un peu déprimants, quand même. Malheureusement, dans les faits, on est assez limité du point de vue de nos ressources et du temps disponible. Et j'ai l'impression qu'on est tellement en train de pallier justement des urgences, de patcher tel projet de loi qui va faire empirer les choses, etc., que cet espace de réflexion collective sur qu'est-ce que pourrait être l'Internet dont on voudrait, mais plus largement la société dont on voudrait, on a du mal à se les dégager, en fait. On y réfléchit beaucoup. Après, ce qu'on aimerait pouvoir faire, et ça complique encore les choses, c'est pouvoir le faire avec d'autres. Parce que c'est vraiment des questions qui doivent être discutées collectivement. Je sais que par exemple, là, on va commencer à travailler sur les liens entre l'écologie et le numérique. Et on cherche à... bien sûr, on va forcément parler des impacts négatifs du numérique sur l'écologie, mais on aimerait ne pas se limiter à ça. On aimerait aussi aller réfléchir aux alternatives à du numérique low-tech, à des choses comme ça. Mais pour ça, nous, la Quadrature, on n'est pas outillés et on n'a pas envie en plus d'y réfléchir tout seul. Donc on va d'abord commencer par aller rencontrer celles et ceux qui travaillent déjà sur ces sujets depuis longtemps, parce qu'on s'y met un peu tard. C'est bon, ça fait au moins 7-8 ans qu'on en parle. Vous étiez sur d'autres sujets quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, l'idée c'est d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, parce que des alternatives, il y en a. Ce sont effectivement souvent des niches. Maintenant, la question, c'est comment, avec ces niches, on peut réfléchir plus globalement à la société idéale qu'on voudrait, et puis comment on peut réfléchir à la faire advenir, surtout. Mais en plus, on sait très bien que certains patchs ou certaines alternatives finissent quelque part par être un peu acceptées et avalées par le capitalisme, et vont quelque part, en fait, aider le système à perdurer plutôt qu'autre chose. Ça fait pas mal de temps qu'on discute avec Myriam, et... il faut le dire, les constats qui peuvent être faits sont plutôt déprimants. Surveillance, peu de régulation, adversaire de taille. Honnêtement, sur la fin de notre échange, avec Gou, on est plutôt dubitatif sur ce qu'on peut faire. Alors, tout simplement, on pose la question à Myriam. Qu'est-ce qu'on en retire de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris conscience des enjeux dont on discute depuis tout à l'heure ? Je pense que l'action est vraiment le meilleur moyen de se dire que, ok, effectivement, on le disait tout à l'heure, David contre Goliath, mais il n'empêche qu'à la fin, dans l'histoire, David a quand même gagné. Bon, je simplifie beaucoup, mais je pense que, de toute façon, ces luttes-là, qu'on les perde ou qu'on les gagne à la fin, je pense qu'on a tout intérêt à les mener quand même. Ne serait-ce que pour continuer à être debout, quoi, tout simplement. L'avantage, c'est qu'actuellement en France, on a quand même un réseau militant et un réseau associatif qui est très dense. Et je pense que sur à peu près tous les sujets, les gens peuvent trouver assez facilement des structures dans lesquelles ils peuvent s'investir. Après, il y a aussi moyen, notamment, je pense, sur les questions de surveillance, de monter de toutes pièces des collectifs dans sa ville. Bon, alors quand on est tout seul dans un village de 3000 habitants, c'est peut-être pas très simple. Mais dans les grandes villes, ils l'ont fait à Marseille, ils l'ont fait à Montpellier, ils sont en train probablement de le faire à Rouen. Enfin, il y a plein de villes. Il y a des choses, là, c'est pas Technopolis, mais il y a des choses très intéressantes qui se font aussi à Saint-Étienne avec le collectif Halte à l'obsolescence numérique, qui a quand même réussi à faire annuler un projet de vidéosurveillance d'audiosurveillance automatisée à Saint-Étienne. C'est vraiment une jolie victoire. Lancer un collectif ça peut faire peur, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où il y a 2-3 personnes un peu. Et puis surtout, si les gens lancent des collectifs, c'est tout de suite d'entrer en réseau avec d'autres collectifs. La force collective, je pense qu'elle est primordiale. Donc, et après, oui, si les gens veulent venir aider la Quadrature du Net, nous, on est tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter nous pointer un moment depuis que tu étais là, la Quadrature du Net, où tu t'es dit « Yes, ça valait le coup ». Le truc, c'est que moi, le moment où je me suis dit « Waouh, c'est cool », c'était pas forcément une victoire, c'était juste une action qu'on a menée et que j'ai trouvé cool durant le festival Technopolis à Marseille en 2022. En fait, c'était donc en septembre 2022. C'est le moment où on a lancé la communication. On a annoncé avoir déposé nos plaintes devant la CNIL contre la surveillance. Donc, le fichier
TES, dans le fichier TAGE, donc traitement des antécédents judiciaires, la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale. On avait comme ça une salle pleine, il y avait peut-être 70-80 personnes qui étaient venues pour une après-midi entière de discussion sur les sujets de surveillance. Et puis on allait avoir un petit concert, enfin c'était très sympa. Et en fait, voilà, on a envoyé les plaintes qui étaient signées quand même par plus de 15 000 personnes. On espérait faire aussi bien que nos plaintes contre les GAFAM. Finalement, on a fait un peu plus, donc c'était cool. Et je me souviens, à ce moment-là, on faisait le décompte, on avait scénarisé un peu le truc, quoi. On faisait le décompte du dépôt de plainte. Et puis, et j'ai appelé les gens pour qu'ils reviennent et qu'on lance le truc. Et je leur ai dit, oui, venez, on va lancer notre plainte contre Darmanin. Et là, j'étais là, comme ça, en train de dire ça. Je me suis dit, ouais, c'est cool. Pour finir cette émission, on a demandé à Myriam comment est-ce qu'on peut aider la Quadrature du Net. La Quadrature, alors on accepte bien sûr les aides bénévoles. Après, ça dépend sur quoi. Disons qu'on est un petit groupe, on est 8 salariés. Parfois, la coordination bénévole est un peu compliquée parce que ça demande aussi pas mal d'énergie. Mais les gens peuvent venir nous aider sur plein de choses différentes. Ça peut être, alors, les gens qui sont juristes ou étudiants juristes peuvent venir aider sur des recherches juridiques, des écritures de contentieux. Ça peut même être d'ailleurs des exercices très intéressants pour des étudiants. Bien entendu, les gens qui font de l'informatique, on a toujours besoin d'aide, que ce soit sur la maintenance de nos outils ou sur des réflexions politiques liées à la technique. Après, on a souvent aussi besoin d'aide pour de la traduction de nos articles. Et puis après, on a aussi, si les gens sont plus motivés par des trucs de terrain, on essaye d'organiser régulièrement des actions de terrain. Ben là, a priori, avec les JO qui arrivent, on va essayer d'organiser pas mal de choses. Donc, pour les gens qui sont à Paris et en banlieue parisienne, il y aura des choses qui vont être proposées. On va lancer des choses dans pas très très longtemps, je pense, donc si les gens veulent. Et après, effectivement, pour les gens qui n'ont pas forcément de temps disponible et d'énergie disponible, parce que quand on a le boulot, la vie de famille, les études, on n'a pas toujours de temps. On peut aussi soutenir financièrement la Quadrature du Net. En plus, nous, ce qu'on adore, c'est plutôt les petits dons réguliers. C'est-à-dire que quelqu'un peut éventuellement nous donner 1 euro par mois. Mais voilà, c'est assez divers. Et puis on n'arrive pas toujours à répondre quand quelqu'un vient nous proposer de l'aide. On n'arrive pas toujours à trouver quelque chose qui va lui convenir. Et dans ces cas-là, on peut aussi aiguiller vers d'autres structures qui travaillent sur un peu les mêmes sujets que nous et qui ont besoin d'aide aussi. Merci à Myriam Michel, coordinatrice de la Quadrature du Net, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Pour soutenir la Quadrature du Net et rester informé sur leur bataille en cours, on vous renvoie évidemment vers le site www.laquadrature.net. Si cet épisode un peu plus long que d'habitude vous a plu, on vous invite à nous laisser des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. On vous rappelle aussi que nos épisodes précédents sont disponibles sur ce flux de podcast sur lequel vous nous écoutez probablement, et que dans d'autres émissions, comme celle sur la réalité virtuelle, on discute également des imaginaires numériques alternatifs. Sur ce, merci d'avoir écouté et à bientôt dans un nouvel épisode d'Azerty. J'aime bien venir ici, parce que le Wi-Fi va super vite. Y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Pour en savoir plus, on vous donne rendez-vous sur podcaston.org.